T'es dans ta save room, tu regardes ton Beretta, il t'a 3 balles. T'as 3 zombies, ils sont légers mais il y en a 3. Qu'est-ce que tu fais? Ah ça, faut qu'on en parle. On a le droit de défoncer les jeux? Ah oui, un peu. Ouais, ça c'est une grosse merde. Ouais, ça sent bien. C'est une bouse incroyable. Ce jeu, c'est une arnaque. Bah, difficile de parler d'Astro hein, sans ne parler de Super Mario. Puis cette illustration, elle est belle, quoi. Je me souviens, j'arrivais pas, j'ai jeté la manette par terre et j'ai dit j'arrête les jeux vidéo. J'ai l'impression d'avoir été trompé. Eux, ils ont vraiment compris l'essence du jeu vidéo pur. Ce jeu, à éviter à tout prix, c'est vraiment... J'ai pas de mots. Pour moi, c'est plus qu'une inspiration, ça c'est de la pop culture. Konnichiwa! Qu'est-ce qu'on a là? Alors attends, Silent Hill 2, alors celui-là... Ça c'est un jeu fabuleux, sorti sur PS2. Moi j'avais adoré le premier c'était un cadeau d'anniversaire. Aujourd'hui ça fait rire parce que les graphismes sont vraiment pixelisés, mais déjà c'était terrifiant. Et là le 2 c'est vraiment l'apogée de l'horreur, une super histoire. Mary, could you really be in this town? Moi, ce jeu, vraiment, je l'ai adoré. Aujourd'hui, j'ai du mal à jouer à ces jeux. Après avoir eu des enfants, c'est différent. La vie a changé. Surtout la fin, je me souviens, parce qu'il cherche sa femme dans Silent Hill. Puis à la fin, on se rend compte qu'elle était malade. Et puis, bon, je ne veux pas spoiler, mais c'était vraiment... c'était prenant, ça, c'était vraiment incroyable. Et puis là, ça, c'est un jeu, Shadow of the Colossus. Celui-là, en fait, il a été fait dans le studio dans lequel je suis rentré, Japan Studio, c'était à l'époque. Ce jeu-là, je le fais dans des versions différentes, à peu près tous les 2-3 ans. L'intro du jeu, la musique, moi j'ai des frissons à chaque fois. C'est incroyable parce que c'est un jeu dans lequel il n'y a pratiquement pas de texte. On nous laisse comme ça, il n'y a pas d'ennemis, il y a juste des boss en fait. C'est un boss rush. Et ce qui est fabuleux dedans, c'est vraiment l'atmosphère et la créativité dedans, parce que on parle de l'époque PS2, mais techniquement, c'est une claque. Je me souviens y avoir joué, après avoir emménagé, je m'étais acheté un projecteur, et c'est un des premiers jeux que j'ai fait sur mon projecteur. Et celui-là, mais même maintenant, à chaque fois, c'est dans mon top 10 de tous les temps, parce que c'est poétique et c'est dramatique, puis c'est un super jeu d'action en même temps. C'est vraiment un grand jeu. Ça, c'est toute une trilogie aussi. Il y a Ico, Shadow of the Colossus, et puis derrière il y a Last Guardian de Fumito Ueda. Ça c'est vraiment ça c'est de l'art. Ouais, la PS2 c'est une super souvenir. Alors Dragon Quest. Alors là j'ai une anecdote. Dragon Quest c'est le seul que j'ai fait et je l'ai jamais fini. Et j'ai jamais fini ce jeu parce que j'étais à 80, peut-être 70 heures, 80 heures. Et puis au moment où je lance ma sauvegarde, ma femme à l'époque vient, commence à me parler. Donc pendant que je lui parle, j'appuie sur des boutons et sans me rendre compte, je mets sur delete game, yes, no. Et puis je suis là, bah yes, il faut démarrer la partie. Et là devant mes yeux, je vois ma sauvegarde qui disparaît. Et j'ai jamais pu finir, j'étais juste à la fin. Et donc je sais même pas la fin, mais super jeu. Et puis c'était Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, qui faisait les illustrations, vraiment super. Ça c'est un jeu qui a cartonné au Japon. Il y avait carrément même des gens des gamins qui n'allaient pas à l'école quand ces jeux sortaient, et les parents carrément qui prenaient un jour de congé, ce qui est très rare au Japon. Si je dis pas de bêtises, même je crois qu'il y a eu une demande du gouvernement de faire sortir Dragon Quest en dehors des semaines, ou dans des heures creuses, justement pour pas que les gens arrête de bosser, quoi. T'es arrivé quand au Japon, toi? Moi, c'est 2011. 2011, ok. Ouais, donc j'arrive au Japon, c'était juste avant le tremblement de terre. Donc j'ai vécu le truc, mais bon, je voulais vraiment rester, donc on s'est accroché. On est resté au Japon et ouais, c'était... donc ça fait 12 ans, là. Ouais. T'es arrivé sur l'ère PS3, passage PS4. Quoi. Exactement. Et d'ailleurs, dans le boulot, j'ai commencé à bosser sur la PS4 avec des prototypages, tout ça, au moment où la console était en création. PS3, il y a beaucoup de jeux que j'ai fait une fois et j'aimerais les refaire quand j'ai du temps, des jeux comme ça, Vanquish. Ça, c'était un jeu Platinum Games. Super cool, vraiment la patte japonaise qu'on reconnaît bien dans le contrôle des personnages, tout ça. Ça c'est un jeu que j'ai fait une seule fois et j'aimerais bien le refaire. Il est ressorti, il a été remasterisé je crois. Portal 2, celui-là j'ai des super souvenirs parce que celui-là je l'ai fait avec mon fils. J'espère que vous avez mieux qu'un générateur de portail cette fois. Sinon vous êtes sur le point de vous faire radier sans préavis du club des vivants. C'était vraiment rigolo, c'était en split screen où on jouait à deux, il fallait s'échapper des deux robots. Ouais, vraiment cool. C'est drôle. Ouais, c'est drôle, c'est satirique. Xbox, t'as le droit d'en parler au moins? Ouais, bien sûr, mais Xbox, de toute façon, franchement, quand on fait des jeux, on doit jouer à tout. Et puis il y a des jeux fabuleux partout. Alors sur Xbox, attends, je viens de le voir là, tac. C'est celui-là,
Panzer Dragoon Horta. Celui-là, fabuleux aussi, les musiques, l'atmosphère, j'adore ce jeu. Je pense que c'est celui auquel j'ai joué le plus sur Xbox d'ailleurs. Si je papille, j'avais même une version japonaise, américaine, coréenne. Et récemment, j'ai rencontré les gens qui ont fait ce jeu. Des mecs fabuleux, super gentils, mais gentils comme tout. Pas du tout la grosse tête. 3.6, la 3.6, alors c'est rigolo, la 3.6, moi je l'ai acheté aussi avec Gears of War et Lost Planet. Et pareil, j'ai adoré. 3.6, ce qui était cool, c'est que c'était vraiment le début de l'internet, on jouait en communauté, il y avait une bonne interface et tout, c'était vraiment cool. Donc j'ai joué pas mal dessus, tiens, Gears of War, il est là. Ça c'est le 2. Ah, le 2 est très bon aussi, quoi, les deux, le 1 et le 2. Vraiment adoré Gears. Il y avait ce côté, ils appelaient ça le roadie run. Avec la caméra qui se mettait juste derrière le personnage et on a décalé sur l'épaule. Ouais. Et ça, c'était un truc vraiment novateur. Ça faisait vraiment next-gen. Quand on voyait ça, on se disait waouh. Puis les graphismes étaient fabuleux. Puis c'était une démo technique en même temps parce que c'était Epic, Epic Games. Et ça a été vraiment le moment où leur moteur a été mis en avant à travers les jeux Gears of War. C'était une grande claque, ça. Ouais. La Dreamcast, particulièrement. Alors, moi, je collectionne les jeux japonais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Attends, je regarde vite fait. Ah, le voilà. Ikaruga. Tac. Je me sers. Ikaruga, c'est un jeu qui doit faire à peu près 35 minutes à faire. Il est très court, mais c'est surtout, il est chorégraphié à la perfection. Il est chorégraphié parfaitement parce que ça marche avec des chaînes de 3 ennemis. On se rend compte qu'en fait, le jeu entier est fait à partir de multiples de 3 comme ça, où en fait, on peut garder un score parfait, une chaîne parfaite du début à la fin. Et ça, c'est un jeu de treasure. Et c'est une boîte vraiment fabuleuse parce que c'est eux, ils ont vraiment compris l'essence du jeu vidéo pur. C'est le genre de jeu, tu vois, tu le mets 2 minutes juste pour réessayer, puis tu vas au maximum, et puis tu refais une partie encore. C'est ça que j'aime bien, les jeux qui sont assez courts. Ça te permet vraiment de te familiariser avec le jeu entier, donc tu peux vraiment le connaître par cœur. Toi, 35 minutes, aujourd'hui, ça fait rigoler, mais pourtant, ça, c'est 35 minutes sur papier, mais en fait, tu vas y jouer pendant des centaines d'heures. La Dreamcast, moi, j'ai adoré. Il y avait la VMS aussi, le VMU, là, où on pouvait mettre dedans. Dès qu'on allumait la console, on n'avait pas de pile, pip, ça faisait... ça réveillait toute la maison. Mais ça, c'est des bons souvenirs quand même. Et donc, d'ailleurs, dans Astrobot, on a mis Oulala de Space Channel 5 et le personnage de Rez, qui sont 2 jeux Dreamcast à la base, qui ensuite ont été adaptés sur PlayStation. C'est pour ça qu'on a voulu faire un hommage à ces jeux, parce que Sega, c'est quand même été un grand, et ça l'est toujours, un grand constructeur de jeux vidéo qui a vraiment vendu du rêve. Il y avait la bataille Nintendo contre Sega à l'époque, quand on était gosse, c'était ça, quoi. Alors là, on a quoi? Là, c'est la Saturn. Saturn, je collectionne aussi pas mal de jeux Saturn japonais. Ah, c'est rigolo parce que je vois Daytona. Quand Daytona est sorti, c'était vraiment Daytona chez Sega, Ridge Racer chez PlayStation. Il y avait un comparatif en fait entre les deux jeux. Celui-là, j'ai joué beaucoup en arcade en fait. J'habitais à Londres et il y avait une salle de jeu qui s'appelait le Wonder Park de Namco qui était fabuleuse. Et dedans, il y avait Daytona et Daytona 2 en 4 ou 8 bagnoles. C'est incroyable. La version arcade, ça c'est un truc que peut-être les versions console n'ont pas vraiment recréé, c'est ce côté physique où vraiment on est sur des trucs hydrauliques et là dès qu'on accélère on prend des coups, on les sent. Ça c'est un truc aujourd'hui, si j'ai l'occasion, alors c'est très rare mais parfois on tombe sur des vieilles salles d'arcade ou quelque chose comme ça, se taper un Daytona 2 dans le cockpit, ça a pas de prix, c'est vraiment génial. Et là je vois un logo, alors là c'est... le logo Neo Geo. D'abord, c'est un logo qui défonce. Mais même aujourd'hui, je pense qu'au niveau du design, ça c'est un logo qui il est incroyable. Et la Neo Geo, c'est une console de rêve. On a eu la chance d'en avoir une avec mon frère. On travaillait dans les champs de maïs l'été pour s'acheter, pour gagner un peu d'argent et on s'achetait des jeux. On avait acheté une console Neo Geo d'occasion avec un jeu. Voilà. Celui-là, Fatal Fury spécial. Déjà la boîte. La taille de la boîte. La taille de la boîte. Alors ça, c'est des jeux qui coûtaient 2000 francs à l'époque. Alors en euros, je sais pas trop, mais ça fait beaucoup. La console coûtait 3500 balles et les jeux 2000. Et la Neo Geo, il y a un truc particulier. Alors ceux qui ont une Neo Geo, ça sent. Quand tu ouvres une cartouche Neo Geo, tu sens à l'intérieur, ça sent une espèce de faux cuir, je sais pas. Et ça, c'est vraiment un truc super. Ça, ils l'ont fait plus tard. Des vrais boîtiers qui se tenaient bien comme ça, c'est vraiment la classe, quoi. C'était, ça s'ouvre comme ça. Et la cartouche, donc, la taille de la cartouche, c'était ça, quoi. Ça avec donc les 2 broches dessous. Ça, c'est vraiment des œuvres d'art, mais
Puis ça vendait du rêve parce que c'était l'arcade à la maison. Ils avaient ce slogan à SNK, The Future is Now. SNK. Ouais, ça sent bien. C'est comme je disais, ça sent la Neo Geo. Attends, on va rester là un moment parce que là, je vois des tas de jeux. On y a joué à ces jeux, oui. Alors, là, Mais du coup, c'était limite un mois de maïs, un jeu, quoi. Plus que ça, c'était tout l'été. Et puis, du coup, on avait un jeu, donc en fait, on les changeait. Alors, à l'époque, ce qui était génial, c'est qu'on parle d'avant Internet. Il y avait des magazines de jeux vidéo et dedans, il y avait des annonces à la fin, et des petites annonces. Tu et les lisais mecs, quoi, toi? c'était Joystick, Génération 4, Joypad, Player One, Console Plus. Donc, il y avait ces petites annonces. Et on échangeait les jeux comme ça. C'est-à-dire que tu trouvais un mec qui dit « Oh, échange Fatal Fury spécial contre Baseball Stars 2 ». T'es là « Ok, moi je veux bien essayer ». Et t'envoyais ta cartouche, puis il fallait bien qu'il y en ait un qui fasse le premier pas. Donc t'envoies ton truc, puis le mec te l'envoie. Et on s'est jamais fait arnaquer. Pourtant, on en a fait des tas et des tas d'échanges comme ça. On n'a jamais eu de appeliez problème. pas au téléphone ou quoi? Parfois, il y avait des appels au téléphone. Parfois, tu avais le numéro, tu appelais le mec, et puis bon, tu voyais. Mais nous, on avait 13, 14, enfin, à l'époque, j'avais 14 ans. Donc c'était payant le téléphone. Ouais, c'était payant. Ma mère a pété des câbles avec les notes de téléphone. Puis surtout, souvent, c'était des gars plus âgés que nous. Et tu vois, ils auraient pu se dire, ouais, les gamins, le bout du fil, cac, on va l'arnaquer. Puis pas du tout. En fait, il y avait une vraie. C'était une communauté, hein, les jeux vidéo à l'époque. C'était, il y avait ce respect. C'était vraiment entre fans. Donc celui-là, c'était une vraie sous-culture aussi, peut-être. Il y avait ça aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est massif. C'est ça. Aujourd'hui, tu achètes tes jeux au supermarché. À l'époque, c'était vraiment dans des magasins spécialisés comme celui-ci, quoi. C'était vraiment, vraiment cool. Et Baseball Stars 2. Celui-là, on se l'est fait aussi. Celui-là, c'était sur Neo Geo CD que je crois que je l'ai vu. Parce que plus tard, on a basculé vers la Neo CD parce que c'était moins cher. On pouvait acheter plus de jeux, mais on a regretté. Parce que tu avais tant de chargements interminables. Il n'y avait plus l'odeur. Il n'y avait plus l'odeur du jeu. Baseball Stars 2, super. Donc c'était la suite de Baseball Stars. Et ça, c'est un des rares jeux. Les jeux de sport sur Neo Geo, ce qui était cool, avec les jeux de baston aussi évidemment, c'est que tu pouvais vraiment y jouer à l'infini. Parce que la Neo Geo à 2000 balles le jeu, parfois les jeux étaient relativement faciles parce que c'était des jeux d'arcade qui avaient été adaptés. En fait, tu te rendais compte que tu pouvais en finir certains en un après-midi, quoi. Donc à 2000 balles le jeu, ça faisait vraiment mal. Mais là, des jeux comme ça, tu jouais vraiment à l'infini. Ça, c'était vraiment un super jeu. Puis juste après, il y a eu le Baseball Star 2020, qui celui-là était la version... En fait, c'est pratiquement le même jeu, mais avec des robots. Donc avais des 2020, trucs... ils estiment qu'en 2020, on était... Ouais. C'est ça qui est rigolo. On est passé en 2020, je me souviens, on travaillait sur Astro's Playroom et je me souviens avoir envoyé ça à mon boss. Mon boss, moi, il est américain, il bossait chez Sega, lui. Okay. Et il connaissait ce jeu parce qu'il bossait dans les studios de sport et ça nous a fait marrer parce qu'en 2020, on s'est envoyé l'image du jeu en se disant, voilà. Et il me disait, non, je confirme, aux États-Unis, on n'a toujours pas de robots qui jouent dans les stades. Mais voilà, quoi. Qu'est-ce que je vois là? Alors, attends, Alpha Mission. Ah, celui-là, il faut absolument... Ah, ça, il faut qu'on en parle. NAM 75. Alors ça, c'est un jeu génial. C'est un jeu à 2 de tir. C'est inspiré d'un vieux jeu qui s'appelait Cabal, de Taito. Celui-là, c'est des SNK. Vraiment, vraiment fabuleux. Ça reprend un petit peu le narratif de Full Metal Jacket, un petit peu avec la guerre du Vietnam. Mais ce qui est rigolo, et je vois que c'est le cas sur cette version, tu vois là, la nana, sa poitrine et la jambe, ça a été masqué au stylo. Et si je dis pas de bêtises, dans la notice, ce sera la même chose. C'est pas le magasin qui a fait ça. Alors moi, j'ai entendu 2 histoires. La première histoire que j'ai entendue, c'est qu'il y avait beaucoup d'imports Neo Geo dans les pays arabes. Et il y avait cette censure qui était faite donc sur ce personnage. Ce que j'ai entendu plus tard, c'est que c'était l'Allemagne qui avait fait ça. Oui, ils censurent beaucoup l'Allemagne. Ils censurent beaucoup et qui avait eu ce truc. Ça, c'est la version européenne, alors ouais. J'en ai acheté un au Japon qui était censuré. Et ça, le truc fou, c'est que ça veut dire que cette cartouche, elle a fait le tour du monde. Elle est partie dans un pays où elle a été censurée, elle est revenue au Japon. Donc au Japon, j'ai 2 versions. J'ai une version, si tu veux, la version japonaise qui est sans la censure, et une version européenne comme ça avec. Et ce jeu est fabuleux. Franchement génial. Dans le jeu, on doit récupérer un scientifique qui s'est fait kidnapper, puis on se rend compte à la fin du jeu que c'est lui le boss de fin. En fait, il était devenu fou, il allait détruire la Terre. Good luck, no one can stop me. Alors, un truc rigolo dans le jeu, je disais beaucoup de jeux Neo Geo, le problème c'est que tu peux avoir des crédits infinis et au final, tu vois, tu le fais en un après-midi et c'est fini. Quand tu arrives au boss de fin, le crédit sur lequel tu es, c'est ton dernier crédit quoi qu'il arrive. Donc quand tu meurs, t'as un game over et tu peux pas remettre une pièce. Et ce jeu, quand j'avais à peu près 15 ans, 16 ans, donc chez un copain nous l'avait prêté, je l'avais fini sur cartouche et aucun de mes potes ne m'a cru.
Certains disaient même qu'il y avait non, c'est impossible, le jeu il est pas finissable, il y a un bug, parce qu'il était très très dur à la fin. Puis en fait, je l'avais fini, j'avais enregistré avec juste la musique de fin avec un enregistreur. Ouais, un enregistreur de cassette là. Pour prouver que t'avais fini. Ouais, je me souviens de la phrase de fin, c'était Now we are called heroes. Now we are called heroes. But the hell continues. Ce jeu, je l'adore. Et la musique de ce jeu est fabuleuse. Deuxième niveau, franchement, à chaque fois que je l'entends, pareil, des frissons, quoi. C'est des frissons. Ça. Ce qui est incroyable chez Nam 75, c'est que c'est un des jeux de lancement de la Neo Geo, quoi. C'est un des premiers jeux qui est sorti sur la console. Mais même aujourd'hui, alors évidemment, il y a la nostalgie qui joue, mais je pense que c'est un jeu qui continue à avoir juste un super gameplay. Vraiment, vraiment, j'adore ça. Last Blade. Last Blade, ça c'est sorti C'est connu, ça. vers la fin, ça. Et ça, c'est des jeux aussi qui, visuellement, sont superbes, vraiment somptueux. Ces jeux-là, on y joue aujourd'hui, franchement, le gameplay est top, les graphismes sont top, la musique est top. C'est vraiment un super plaisir, ça. Ça, c'est... ouais. Recommandé, bon, et puis 250 balles. Bon, par rapport à l'époque, ça va. Bah, franchement, je regarde les prix là, ça va, parce que la Neo Geo, ça s'envole de ouf, et on part sur des trucs, il y a des jeux comme Metal Slug qui valent 10 000 €, et au-dessus, alors il me semble, un des jeux les plus chers, c'est un quiz, le quiz de Mali-chan, c'est un jeu de quiz en fait, qui était bien pour l'arcade, parce que tu mets une pièce, tu joues au quiz, terminé, mais en cartouche, ça a pratiquement aucun intérêt, mais il est sorti en cartouche, il y en a très peu, et celui-là, il coûte une blinde, et là, pour ceux qui veulent faire la collecte entière, ouais, bonne chance, voilà, ça... Bah, difficile de parler d'Astro sans ne pas parler de Super Mario. Super Mario Galaxy, pour moi, c'est sans doute l'apogée du jeu de plateforme 3D. Le 1 et le 2, mais moi le 1 particulièrement parce que c'était le premier. Et ce que j'ai adoré dans ce jeu, c'est que ils ont réussi à créer en fait une 4e dimension. Parce que c'est un jeu de plateforme en 3D, mais en plus on peut tourner autour des planètes. Et comme on tourne autour des planètes, du coup c'est une vraie dimension en plus. Et ce genre d'innovation dans les jeux vidéo, ça c'est extrêmement rare. C'est aussi un bon exemple de mélange de jeux très traditionnels, très pointilleux sur la plateforme, mais avec aussi des inputs un peu plus naturels où justement on utilise la manette. Et la musique est fabuleuse. Ce jeu-là, c'est vraiment... Ils ont osé une nouvelle princesse aussi. C'est vrai. Avec Harmony. Ouais, absolument. Et l'histoire était vraiment un petit peu différente. Il y avait les Luma, ils s'appellent. Luma, ouais. Et Mario Galaxy 2, alors tu vois, moi, on parle parfois de Astrobot, le dernier niveau est vachement dur et tout, mais moi, Mario Galaxy 2, il y a 252 étoiles. Attends, je sais pas de bêtises. 242 étoiles ou 200. Ouais, 242, il me semble. 120, 240. Et à la fin, t'as une galaxie avec 2 étoiles à choper. La dernière, j'ai jamais pu la choper. Je me souviens, mon fils avait, à l'époque, il avait, je sais pas, 8-9 ans. Je me souviens, j'arrivais pas. J'ai jeté la manette par terre et j'ai dit, j'arrête les jeux vidéo. Il m'a regardé avec des yeux comme ça. Et mais un jour j'y reviendrai. C'est vrai que ça me fait penser à un truc. Nintendo, un peu au global, sur leur platformer, je trouve qu'ils arrivent vraiment à négocier la difficulté dans le sens où faire le jeu, ça va. Par contre, c'est le 100% où vraiment, faut être un gamer très expérimenté. Et j'ai trouvé qu'il y a un peu ça dans Astro aussi. Et complètement. Mais ça, c'est le truc de devoir équilibrer 2 audiences. Parce que quand tu as un jeu de plateforme et que tu as un saut à faire, tu peux pas avoir un mode easy normal hard, le saut il faut le faire. Alors après tu pourrais dire ouais, tu peux avoir des contrôles dans lesquels le saut tu peux aller plus loin de ça, mais ça devient compliqué après équilibrer un jeu entier. Mais une façon plus élégante, à mon avis, d'équilibrer, c'est justement d'avoir un chemin principal accessible à tout le monde, avec évidemment une difficulté qui monte, mais sachant que en t'accrochant tu vas y arriver. Et à côté, avoir des niveaux optionnels qui sont vraiment réservés à ceux qui ont envie de rôter du sang, quoi. C'est ça. Et je pense, ouais, en effet, Mario a fait ça très très bien. Pour moi, c'est plus qu'une inspiration, ça c'est de la pop culture. Mario maintenant, c'est voilà quoi. J'ai grandi avec Mario et quand un nouveau Mario sort, je suis super content. J'ai vraiment envie d'y jouer, j'ai envie de partager. Le film, top box office. Le film, et puis le film, c'est une lettre d'amour à tout Mario parce que c'est plein de petits détails à Nintendo en général, mais ouais, vraiment vraiment cool. Ça c'est grande aventure. Après sur Wii, on pourrait parler de Wii Sports. Moi, je voulais que tu parles de Wii Sport parce que
avec Astro Playroom, tu es techniquement le Wii Sport de la PS5. De la PS5, ça a été dit, enfin il y a eu des revues, ils ont dit ouais c'est le meilleur jeu préinstallé depuis Wii Sports. C'est vrai que ça fait vachement plaisir parce que Wii Sports, moi, je l'ai poncé, j'y ai joué. Alors c'est rigolo, je vais donner une anecdote, mais j'avais un pote à Londres, j'étais à Londres à l'époque, et lui il travaillait chez Xbox, et moi chez PlayStation, et on se tirait toujours la bourre, lui c'est un Xbox fan, on rigolait mais on est super potes. Le week-end on se retrouvait pour jouer à la Wii. On se retrouvait, c'était Wii Sports, surtout sur le bowling. Parce que le bowling c'était celui qui était le plus pointilleux, puis on pouvait vraiment se tirer la bourre. Et on y a joué à fond, et c'est vrai que ces jeux préinstallés qui sont là pour montrer la console, mais en même temps pour donner une vraie plus-value au départ, quoi. Donc tu achètes la console, parce que la console c'est super de l'avoir, mais il faut quand même avoir une expérience dedans qui soit pour tous les porte-monnaies, oui. Et donc d'avoir un jeu qui soit inclus dedans. Et quand on a fait Astro's Playroom, c'était aussi l'optique, on se disait ouais il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Il y avait une commande entre guillemets quand même de Sony qui disait c'est un jeu qui doit mettre en valeur la DualSense, les trucs, il y avait un cahier des charges entre guillemets. Ça c'est venu de l'équipe, c'est nous qui avons proposé. En fait on n'était pas obligé de faire ce jeu. D'accord. On a voulu le faire, on aurait pu aller directement sur un jeu classique, j'allais dire commercial entre guillemets, mais on a voulu faire ça parce que d'abord la console sort, il faut quelque chose dedans. Ça c'est un avis personnel, franchement il faut vraiment que, enfin moi j'ai grandi avec, on n'avait pas de thunes quoi, et sur NES on avait 7 jeux. Je peux te les réciter. Et donc on échangeait. Et donc les jeux, tu les connais par cœur. Et donc de savoir que quand tu achètes la console, à l'intérieur, il y a quelque chose qui a été fait, une surprise, avec amour, où vraiment les gens vont pouvoir passer du temps et s'en souvenir toute leur vie, c'est vachement important. Donc on a voulu faire ça. Et en même temps, on s'est servi de ça pour montrer ce que pouvait faire la manette, parce que chez Team Asobi, on avait passé vachement de temps à prototyper avec l'équipe du hardware, la manette, donc on voulait montrer tout ce qu'on avait trouvé, quoi. Et en plus de ça, c'était les 25 ans de PlayStation, on en a profité pour faire une lettre d'amour sur les 25 ans, avec toutes les consoles et tout ça. Mais c'était pas une commande, c'est quelque chose qu'on a voulu faire, sachant qu'on allait rajouter 2 ans avant qu'on puisse faire, qu'on puisse vraiment s'atteler à notre jeu commercial, enfin donc qui est Astrobot, le jeu qu'on a fait au final, mais en même temps on a gagné tellement d'expérience au passage qu'au final ça valait le coup de faire un pas de côté avant d'avancer. Bah là il y a un jeu qui, il y en a beaucoup, hein, on parle beaucoup de Nintendo, mais ce jeu-là. Ça, c'est vraiment un coup de génie de passer du Super Metroid. En fait, c'est Super Metroid 3D. Ce que j'adore dans le jeu, alors bon, le gameplay est fabuleux. C'est un FPS, mais d'un certain côté, c'est pas un FPS comme on les connaît. C'est vraiment un jeu d'aventure. Ouais, des fois, il y a du platformer en boule. Ouais, du platformer en boule, tout ça. Et puis, il y a surtout une atmosphère, c'est-à-dire qu'on est tout seul. Et moi, ce que j'ai adoré dans le jeu, c'est surtout sentir le côté alien où tu es vraiment paumé sur cette planète. Il n'y a personne, c'est juste toi, ton vaisseau, tes power-up, et ensuite tout le reste, il faut juste trouver un moyen. C'est des jeux qui sont indémodables, juste ils ont une super atmosphère, puis il y a une certaine simplicité en fait dans le jeu. Enfin c'est très compliqué de faire cette simplicité, mais je veux dire par là que parce que c'est assez simple, tu peux y jouer des années plus tard et prendre le même plaisir. Et ça c'est un petit peu comme beaucoup de trucs, comme Tetris et tout ça. La raison pour laquelle ces jeux se démodent pas, c'est aussi parce qu'à la base la simplicité elle est vraiment maîtrisée. Ouais, alors la PS1, la PS1 c'est... Voilà, là t'as tout dit. Alors ça... Moi, la PS1, Resident Evil, le premier. Moi, j'ai eu une phase d'1 an dans ma vie où j'ai pas trop joué. C'est quand j'ai quitté la France, je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais. En fait, au final, j'ai travaillé dans un café. Pendant 1 an à peu près, j'ai pas trop touché de console. Puis je suis revenu un hiver et mes potes avaient acheté Resident Evil et ils avaient tous joué, ils avaient tous fini. Ils m'ont foutu une console en haut, ils ont fermé les rideaux, ils étaient tous en bas de faire la teuf et ils m'ont foutu tout seul dans cette pièce à jouer à ce jeu. Incroyable, mais incroyable. Du début de l'intro, elle est tellement kitsch mais tellement bien avec les mecs qui courent et puis ils trouvent un bras qui reste de l'équipe à Bravo Team, ouais. Et puis c'est l'équipe Alpha Team, donc dedans il y a Chris, il y a Jill, il y a tout le monde. Et évidemment ils disent allons nous réfugier dans ce manoir, évidemment. Et surtout après c'est le gameplay, ça c'est vraiment le génie de Capcom. Les portes qui s'ouvrent. Les portes qui s'ouvrent. Tu vois, on aurait pu dire, ouais, c'est relou les portes qui s'ouvrent, c'est les temps de chargement, mais ils avaient réussi à changer ça pour que ça devienne un truc atmosphérique. En fait, c'est les moments où tu fais rien qui sont les plus pesants. T'es dans ta save room, t'as 2 couloirs,
et tu dois aller de l'autre côté. Tu regardes ton Beretta, il t'a 3 balles. T'as plus rien, t'es à poil. Tu passes par ce couloir, t'as 3 zombies. Ils sont légers, mais il y en a 3. Tu vas pas les buter avec 3 balles. Tu passes par l'autre couloir, t'as un hunter qui t'attend et lui il va te décapiter d'un coup. Qu'est-ce que tu fais? Et tu passes un quart d'heure à réfléchir et t'as pas envie de sortir. Et c'est ça en fait qui fait le jeu. C'est plus l'expérience de survie. Et quand ils disent que c'est un survival horror, mais je comprends parfaitement. C'était plus le gameplay évidemment est génial et ça, mais c'était vraiment la peur psychologique. Donc je suis dans cette chambre en train de jouer tout seul à ce jeu et mon pote arrive, il avait les cheveux longs, on était tous métalleux à l'époque, on avait les cheveux longs, il arrive, il a les cheveux longs dessus, et d'un coup il ouvre la porte en disant « Résident méchant !» Et il avait les gueules, Résident méchant, tu vois la phrase du à la con, avec les cheveux dessus comme à la Ring, tu vois, putain il m'a fait peur le con. Et donc là c'était carrément de la 4e mur cassé. Ah oui, là, ouais. C'était fabuleux, vraiment des super souvenirs. Et puis un peu plus tard est arrivé Metal Gear Solid. Bah, que dire, c'est un chef-d'œuvre. Alors, une fois de plus, c'est un jeu assez court en fait. Hein. Ouais. Mais il est tellement bien calibré. C'est un jeu qui fait tellement de trucs pour la première fois. Au début, on arrive, donc c'est un jeu d'infiltration avec ce personnage, Solid Snake, qui avait une histoire, parce que ça venait de l'époque de la NES, tout ça. Mais pour la plupart des gens, moi compris, hein, y compris, c'était ma première expérience de faire du Metal Gear. Et il y avait cette scène au début où on arrive en agent dans cette base qu'on doit infiltrer et puis on désigne quelques gardes, on monte dans l'ascenseur et là il y a cette scène dans l'ascenseur où le plan caméra est au pied de Snake et on voit son casque tomber, sa combinaison se tomber au sol et la caméra monte et là il y a le visage de Snake avec sa silhouette et Metal Gear Solid qui s'écrit, c'est tellement cinématique. Kojima, mais à cette époque, il est tellement en avance sur son temps, il a déjà dans la tête de faire des films interactifs. Mais le gameplay reste super aussi, il y a plein d'histoires cool. Si je dis pas de bêtises, dans le jeu, il y a un moment où tu appelles Meryl, qui est la fille du colonel, elle est infiltrée dans la base avec toi. Mais t'as pas son numéro. En fait, Snake utilise un codec qui doit appeler la bonne fréquence, une CB, ouais, c'est ça. Et donc tu dois mettre les numéros manuellement et l'appeler. Et le mec dans le jeu te dit appelle Meryl. Et là, mais Meryl, il te dit non, son nom et son adresse est sur le dos de la boîte. Et là, quoi? Et en fait, tu regardes au dos de la boîte, en bas, il y avait un screenshot. Et là, tu vois la conversation avec Meryl. Et en effet, il y a sa fréquence qui est écrite 140.15. Et donc tu fais tac 140.15, t'appelles. Et là ça s'ouvre et là tu vois en fait Meryl de l'autre côté. Ça c'est vraiment super parce que c'est traiter le jeu en dehors du jeu vidéo, en dehors de son médium et carrément de transcender le truc avec le 4e mur. Et ça c'est un truc que Kojima fait beaucoup avec la manette plus tard dans le jeu. Il y avait Psycho Mantis. Ah oui. Psycho Mantis qui dans mon cas moi j'avais joué à Castlevania Symphony of the Night. Et donc j'avais des sauvegardes de Symphony of the Night, un autre jeu de Konami, sur ma memory card. Et là t'as Psycho Mantis qui dit il commence à réfléchir, il dit tu aimes Castlevania, je vois. You like Castlevania, don't you? Putain, c'est pas possible, comment ils savent? Ça c'est des trucs, pourtant ça coûte pas cher, mais ça demande beaucoup, il faut y penser quoi. Et c'est vraiment génial, vraiment génial. Ce jeu, une fois de plus, ça c'est dans le top de tous les temps pour moi, en tout cas, c'est des jeux qui ont changé l'industrie. Mais dans Astro Bot, si tu débloques Psycho Mantis et la télé, t'as une télé CRT là, il fait trembler la manette et la manette dans tes mains aussi, tu reçois les vibrations. Parce qu'il faisait ça dans le jeu, il disait pose ta manette, je vais la faire vibrer. Et puis en fait, il faisait ça devant toi et c'était magique quoi. Now I will move your controller by the power of my will alone. Après, il a continué en plus avec, je pense à Death Stranding, le bébé qui entend la manette. Exactement, il y a toujours eu ça et ça se transcendait. Et puis franchement, c'est s'amuser avec le joueur, c'est un dialogue que tu fais avec le joueur. Parce que le jeu, quand on réfléchit, le jeu vidéo, évidemment, il y a des codes de scoring, tout ça, mais dans le sens le plus global, le jeu, c'est un dialogue que tu as avec l'utilisateur. Et ça démarre avec les briques Lego et ça finit dans des jeux vidéo comme ça, quoi. C'est vraiment génial. Donc ça, c'est Dracula X. C'est celui auquel j'avais joué et que Psycho Mantis a réussi à détecter. Et ce qui est rigolo avec ce jeu, c'est que c'est toujours dans le top des jeux PlayStation 1. Et pourtant, c'est un jeu 2D. Donc à la base, on pourrait se dire qu'il est un petit peu arrivé au mauvais moment, on pourrait penser. Mais en fait, il est tellement bien calibré. Et puis c'est lui qui a démarré toute cette... qui a pris le flambeau des Super Metroid pour en faire des Metroidvania, justement. Mais déjà, la série Castlevania était fabuleuse, et là carrément, en fait, ça prend part, ça utilise... La musique était géniale aussi, vraiment fabuleuse, les musiques sur CD.
Et ce jeu, même aujourd'hui, voilà, on y joue aujourd'hui, franchement, on prend son pied. Moi, mon fils, celui-là, il l'a fait, il doit avoir, je sais pas quoi, il a 14 ans, mais il l'a fait et il me parle des musiques, il me parle des refs. C'est le premier jeu que j'ai acheté avec mon argent à moi. Je me souviens, 300 francs, le jeu, la boîte était explosée. Mais je l'avais acheté parce que la boîte était superbe. Elle avait vraiment... on voyait Simon de dos, et puis il y avait du... C'était très Heroic Fantasy des années 80. Ensuite, il y a eu la version PC Engine, qui était fabuleuse, Rondo of Blood. Et là, ils passent sur un nouveau cap, plus aventure, et ils l'ont passé avec brio. Puis cette illustration, elle est belle, quoi. On a envie, ça en poster, ça défonce. Un jeu que j'ai adoré sur PlayStation, mais qui, d'un certain côté, appartenait plus à la Saturn. Et d'ailleurs, certains ont fait des commentaires là-dessus. Dans Astrobot, à la fin du jeu, il y a un niveau de shoot. On se demandait, ok, quelle musique on utilise pour un jeu de foot. Donc souvent, quand on fait des niveaux comme ça, quand on prototype, on utilise des musiques temporaires pour un petit peu donner le tempo qu'on va avoir dans le jeu. Puis ensuite, on les remplace, on compose de nouveaux morceaux qu'on remplace. Et là, j'avais mis Thunder Force 5, qui s'appelle Rising Blue Lightning, je crois. Ouais, la track. Et la musique est vraiment géniale. Au moment de remplacer la musique, quand je parle avec le compositeur, il me dit ouais, lui il est écossais. Il me dit ouais, mais tu sais les musiques de jeux comme ça, années 90, très japonaises, je sais pas, c'est pas ma spécialité, je sais pas trop comment faire. Je peux le faire, mais enfin après ça va faire un peu un pastiche. Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Donc je dis on n'a pas trop le choix. Puis en même temps, on parlait avec Sega. Et Sega avait récupéré les droits de Thunder Force. Et on leur a demandé est-ce que par hasard vous seriez OK si on utilisait cette musique du jeu? En fait, ils ont dit OK, ils ont été super positifs. Donc du coup, le prototype est resté tel quel. On a laissé dans le jeu la musique de Thunder Force 5. Et donc, à la fin du jeu, on a ce petit hommage. Alors c'est rigolo parce que c'est un jeu qui est connu plus sur la Saturn que sur la PlayStation, mais en même temps, la boucle est un petit peu bouclée parce qu'à l'époque, c'était un peu la concurrence avec la PlayStation, mais le fait qu'on les mette dans le jeu et qu'il y a une espèce de une union, une réconciliation, on pourrait dire. Voilà, très connu. Celui-là, Turtles in Time. Celui-là est génial. Ça, c'est une adaptation d'un jeu d'arcade, mais il a été bonifié, j'ai envie de dire, pour la version SNES. Vraiment génial. C'est-à-dire que ça c'est un jeu, pour le coup, qui est vraiment, c'est le plaisir de chaque instant. C'est un jeu qui n'est pas forcément très très dur non plus. On peut le finir relativement vite, mais c'est surtout un super jeu de baston. Donc c'est les Tortues Ninja, évidemment, c'est classique, mais vraiment, il y avait des trucs avec le mode 7, quand on prend les gars, on les balance, et ils arrivent sur le joueur, et puis les musiques sont géniales. Même celui-là, dans l'avion, j'avais la soundtrack, et je m'écoutais la soundtrack de Turtle in Time. Elle est géniale. Alley Cat Blues, le deuxième niveau, génial. La musique, vraiment super. Et ça, j'ai envie de dire aussi, et je vais le dire souvent, je pense, parce que c'est Konami. Alors Konami, ils sont toujours géniaux, mais ça, je trouve que c'est un moment où tout ce qu'ils font, c'est juste du top. Donc t'as du Castlevania, t'as du Contra, t'as du Turtles in Time, Batman Returns. Franchement, tout ce qu'ils faisaient, en fait, on pouvait pas tous les acheter, mais c'était vraiment un moment où ils étaient au top. Les jeux japonais, ouais. Là, on a eu beaucoup. Ouais. Voilà, Goemon. Ça, c'est le premier Goemon Super Famicom. Ce qui est incroyable avec ce jeu, c'est que chaque niveau a des mécaniques de jeu uniques, des graphismes uniques. On se dit mais comment ils ont réussi à foutre tout ça sur une cartouche? Comment ils ont réussi à faire un jeu aussi généreux? Et toujours avec la musique, le côté exubérant de Konami qui était vraiment génial, ils étaient vraiment au top. Il y a ça, et il y en a eu 4 au Japon. Alors celui-là, c'est rigolo parce qu'il est sorti, j'avais la version américaine, c'est un jeu japonais. Avec Goemon qui est dans l'histoire japonaise un voleur japonais, il a un pote avec lui, Ebishimaru. Dans la version américaine, les mecs ont été remplacés par Kid Ying et Dr. Yang. Donc c'est très genre approximatif, ouais, allez, ce truc asiatique, on va mettre des trucs comme ça, légèrement, ouais. Et puis les dialogues sont remplacés, puis les noms des personnages aussi. Et la boîte américaine était dégueulasse. Tandis que là, on a vraiment une belle boîte. Mais ça c'est rigolo parce que ça fait partie presque de la culture de l'époque. Les boîtes américaines souvent étaient refaites par des artistes américains, mais honnêtement, je suis pas sûr que ça a vraiment aidé le jeu, quoi. Avec le recul, on se dit qu'une boîte comme ça, c'était très très bien. Et là, voilà. Alors ça, accéléré. Ça, c'est la version US. Ce jeu-là, j'y joue. C'est le premier jeu auquel je joue tous les ans, le 1er janvier.
1er ou 2 janvier, dès que j'allume quelque chose, je démarre avec une partie d'accélé. Pour moi, c'est un jeu qui est parfait. C'est un jeu un peu casse-gueule parce que les mecs sont partis sur un truc où tu as un niveau en mode 7 où tu passes au-dessus d'une planète, ensuite tu as un niveau vue de côté, un niveau mode 7, un niveau vue de côté. Et niveau mode 7 fait que les collisions sont assez particulières, il faut savoir, pour moi, il est parfaitement chorégraphié. C'est un jeu, une fois de plus, on parle de quoi 35-40 minutes, sans doute, pour le faire. Les boss, les musiques. Il y avait un système d'armement génial. À chaque fois qu'on finit un niveau, on peut choisir une autre arme. Il faut choisir au niveau. Donc, au début du niveau, il faut choisir. Donc, il y a un côté stratégique. Est-ce que je prends cette arme? Est-ce que je prends celle-là? Comme dans Goemon ou comme dans Castlevania, où on a l'impression que chaque écran est unique. Tu te dis, mais comment ça se fait que les mecs n'ont pas à réutiliser? Et là, c'est la même chose dans le jeu. Il y a des ennemis qui arrivent une fois, paf, tu les dégommes, c'est très rapide, tu les reverras plus, mais quelqu'un a fait le sprite. Ça coûte, il y a un coût. Il faut équilibrer ça avec la taille du jeu. C'est pour ça que ces jeux sont peut-être plus ramassés. Mais par contre, il y a une densité dedans qui est vraiment particulière. Et ça, pour moi, c'est vraiment un jeu de chevet. Il est vraiment, vraiment, vraiment top. Non, c'est vraiment ce jeu-là. Alors, Axelet, pour moi, c'est vraiment une histoire d'amour. C'est à jamais. Street Fighter, celui-là, on ne le présente pas. De toute façon, c'est le jeu universel, mais vraiment, vraiment universel. Moi, ce que j'ai adoré dans Street Fighter, alors la version SNES particulièrement parce que c'est celle auquel on a joué beaucoup, mais j'ai commencé dans les cafés de ma campagne, ce jeu était dans les salles d'arcade. À l'époque, il y avait un café, et puis derrière le café, tu avais une salle de jeu avec des flippers, et tu avais toujours une ou deux bornes d'arcade. Et même dans la campagne perdue, dans les petits villages, on trouvait une borne d'arcade, et souvent c'était Street Fighter 2. Première fois qu'on y a joué, c'était à Biarritz. Alors à Biarritz, il y a une grande plage, il y avait une salle de jeu, donc il faut s'imaginer, hein, c'est juste sur la plage, donc il y a du sable partout sur la... Et puis on a des bornes d'arcade, et il y avait des gamins qui étaient tous agglutinés autour de cette borne, il n'y avait pas d'instruction. Donc les gamins essayaient de comprendre comment on faisait les coups. C'était tout le début. Et ils nous disaient, ouais, tu fais comme ça, t'appuies sur le bouton. Donc les Hadoken, mais c'était pas vraiment précis. Ils nous montraient ça de manière un petit peu approximative. Mais ce que j'ai adoré, c'est que ça, à cette époque-là, donc on parle vraiment d'un endroit assez reculé, on est loin du Japon. Mais on se dit en même temps, en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis, partout dans le monde, tu as cette même expérience. Tu as des mecs, des enfants qui vont se retrouver autour, des enfants, des jeunes aussi, des adultes, qui vont se retrouver autour de bandes d'arcade et qui vont commencer en fait à apprendre les Hadoken, les Shoryuken. Mais en fait, on part de la première communauté, vraiment. Enfin, avant ça, il y a eu Space Invaders, peut-être, tu peux dire. Parce que ceux qui ont fait ce jeu, ils avaient aucune idée qu'ils étaient en train de révolutionner le monde entier du jeu vidéo. Je pense pas qu'ils avaient les retours de ce qui se passe dans le sud de la France, dans les petits cafés. Et se dire qu'ils avaient le Japon a réussi à se projeter aussi loin dans le monde. Pour moi, je trouve ça magique. Contra 3, mais ce jeu-là, fabuleux. Ça, c'est le jeu qu'on a eu avec la Super NES. Pareil, c'est 6 niveaux. Tu le torches en 25 minutes, ce jeu. Sauf que chaque écran, c'est une débauche technique, c'est des idées. Et c'est vraiment... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour ça. Ce qui était génial aussi, c'est de voir les boss. Parfois, tu butais un boss au milieu du niveau, le truc disparaissait, puis il revenait dans une forme différente, et puis tu montais le long du mur, et puis le boss était avec toi, et jusqu'à la fin, le truc, il te prenait la tête, et puis à la fin, il faisait sa forme finale, et puis tu te battais contre lui. Il y avait des trucs comme ça. Franchement, on pourrait dire la même chose de tous ces jeux. C'est la musique, le gameplay, les graphismes, la débauche technique. Ok, Zelda, je vais en parler un peu. C'est un classique, celui-là, on ne le présente même plus, c'est Zelda Link to the Past. C'est un de mes préférés, je dirais, ouais. Vraiment un de mes préférés. Une fois de plus, parce que ça correspond à une période de ma vie où je pense que je suis assez réceptif à tout ça. J'ai beaucoup de temps aussi, à ce moment-là. Et puis, c'était vraiment vaste. On a tout le monde du dessus. Donc, on explore. Il y a les 3 premiers temples. Et à la fin, avec Aganim, et donc, on se pense que c'est la fin du jeu. Mais ça peut pas être la fin, c'est quand même assez tôt. On n'est qu'à 3-4 heures de jeu. Et puis, tout à coup, on se rend compte, clac, en fait, il y a le monde du dessous. Et là, tu as les 7 temples, je crois, Et là, ça devient une aventure incroyable, on passe du dessus au dessous. Et puis, c'est vraiment le génie de Nintendo, là, pour le coup. Tout ce qu'ils ont appris jusqu'à maintenant, ils l'ont mis dans le jeu. Et une fois de plus, techniquement aussi, c'est incroyable, avec des effets de transparence. Ça reste un jeu, comment dire, quand je regarde les images, les graphismes, ça reste un petit peu, on pourrait dire, un petit peu simple. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment, vraiment, il y a une finesse dans le design des personnages. Tu dis, parfois, la simplicité, c'est le plus compliqué. Mais c'est ça. Faire un truc simple qui arrive à charmer, c'est très difficile parce qu'en fait, c'est beaucoup de choses qui sont pas forcément perceptibles. On les ressent, on se dit, il y a un fil, il y a quelque chose qui va bien, mais en fait,
on n'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. C'est parce qu'en fait, il y a plein de petites choses qui sont cachées partout, qui font qu'en fait, le produit final est vraiment, vraiment bien ficelé, bien fini. Et pourtant, quand on analyse, on a l'impression que ça reste assez simple. Cette époque, pour moi, elle est vraiment bénie. Époque 16 bits. Chez Sega aussi, il y avait énormément de très très bons jeux. Moi, j'étais plutôt Nintendo, c'est plus par hasard qu'autre chose. Alors la NES, moi, j'ai démarré avec Soccer Pinball. Alors, je sais pas s'ils sont là. Peut-être qu'ils sont là, tiens. Pinball, il est là. Voilà, donc un petit jeu de pinball qui... Tu vois, sans prétention. Ça faisait partie des séries qui faisaient là, où la boîte était un petit peu pixelisée. Ça reprenait en fait les graphismes du jeu comme ça, avec une petite. Puis dedans, il y avait le fourreau, le petit fourreau dans lequel on mettait la cartouche. Et c'est un petit peu plus tard ensuite qu'ils ont commencé à mettre des illustrations plus classiques, disons, ou dessinées à la main. Et évidemment, Super Mario. Super Mario Bros. Celui-là. Elle est mint. Ah, ouais, elle est mint. Vraiment, vraiment belle. Alors, au début, on voulait un Atari ST. On reçoit ça, alors évidemment, on est content, mais on est un petit peu déçu. On voulait démarrer les jeux vidéo avec un ordinateur, tout ça, pour avoir l'impression d'avoir un truc un peu high-tech. Et puis, le charme a pris. C'est-à-dire qu'au début, on est un peu déçu, puis tu commences à jouer, puis le premier niveau, on a mis, je sais pas, peut-être 3 ou 4 jours à le passer, quoi. Parce que au début, on n'a pas les codes, de la plateforme, donc on commence à jouer comme beaucoup de gamins de l'époque. T'es avec la manette, et puis tu fais comme ça pour que ça saute plus loin, quoi. Et puis petit à petit, ça avance. Et je me souviens d'un truc. Ma mère, je jouais pas du tout aux jeux vidéo, évidemment. Et je lui demande de donner la manette. Et je lui dis, mais essaye, parce que moi j'avais qu'une envie, c'était de partager ce truc avec ma maman. Et elle commence à courir dans le premier niveau. Et très vite, en fait, à partir du deuxième écran, tu sautes dans le vide. Et dans le vide, il y avait un champignon, une vie supplémentaire. Et c'est elle qui l'a trouvé. J'étais là, et donc elle m'a ouvert les yeux sur un truc qui était dans le jeu. Et ensuite, c'est juste la magie qui prend. Et tu vois, le jeu, moi, je l'ai fini sans utiliser les Warp Zones. J'ai compris beaucoup plus tard, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de magazine, je lisais pas Nintendo Power ou Club Nintendo. Et c'était galère, parce que tu arrives au 8e monde, donc ça faisait 32 niveaux, il fallait se faire. T'arrivais à la fin, et à la fin, moi, si j'étais pas gros Mario, j'avais du mal. Hein. À la fin, passer entre les flammes de Bowser, là, donc à la fin, ce que je faisais, c'est que j'arrivais en gros Mario si je pouvais, et je traçais en bulldozer, et puis j'allais de l'autre côté. Puis là, tu commences à apprécier en fait le génie derrière, et puis quand tu as Mario 3 qui sort des années plus tard. C'est vraiment toutes les leçons du Mario, l'accumulation d'expérience, dans le jeu vraiment qui est une des grosses pierres angulaires du platforming de la NES. Alors, Ghosts and Goblins, ça, on parlait de rôter du sang tout à l'heure. Ah, j'ai une bonne anecdote là-dessus. Avant de jouer sur la NES, dans mon village, à Pâques et l'été, il y avait une fête du village. Et nous, on avait un camion de jeux vidéo qui venait au village. Donc c'était un camion, il était rose, il avait des néons partout. Et en fait, le camion s'ouvrait sur le côté, les escaliers descendaient, et donc on montait dans le camion, et tout autour du camion, il y avait à peu près une quinzaine de bornes. Tu avais Ghosts and Goblins sur la borne, la bonne borne Jetel, avec un écran rond, et donc on se penchait un peu pour jouer à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que c'était dur. On l'a pas mis dedans, mais je suis content qu'il soit là. On a le droit de défoncer les jeux. Ah oui, un peu. Ouais. C'est vrai qu'on a... Ça, c'est une grosse merde. Ça, c'est de la merdasse, mais vraiment de la grosse merdasse. Ce jeu-là, je vais vous dire pourquoi je suis pas content, parce qu'on n'avait pas de thunes. Nous, étant enfants, on allait au Leclerc, dans ma campagne, on achetait les jeux. Et on avait mis notre argent ensemble, on avait mis, je sais pas, 300 balles, un truc comme ça, 300 francs de l'époque. Et puis, regardez cette jaquette, on se dit, ce jeu, il doit être cool. Et en plus, c'était dans des présentoirs comme ça, on pouvait pas sortir les jeux et les regarder. Hein, c'était vraiment... Tu dis, bon, on n'a pas trop d'argent, tu vois, 400, 500 francs, tu tapais dans les Megaman, dans les jeux comme ça, on n'avait pas ça, donc on a pris ce jeu. Mais une bouse incroyable. Ce jeu, c'est une arnaque, parce que j'ai jamais compris, parce que tu fais le jeu, donc tu tires, t'as plusieurs séquences, et ça s'arrête jamais en fait, il n'y a jamais de fin de niveau. Puis t'arrives, et puis à un moment, ça revient au début. Puis tu continues, puis tu finis, puis ça revient au début. Donc à l'époque, il y avait un truc, c'était le Nintendo Hotline. Donc t'appelles Nintendo, Monsieur Nintendo, et Monsieur Nintendo te file des conseils au téléphone. Ça coûte pas du tout cher, Nintendo. Ça coûte pas du tout cher. Ma mère était tout à fait... Non, pareil, on a des notes de téléphone incroyables. Les mecs, j'appelle. Et pourquoi je comprends pas pourquoi le jeu à la fin, j'arrive pas à la fin. Il me dit, l'accent du Gers, fait, du coup. L'accent du Gers, petite fin. Il me dit, parce qu'il faut le faire 40 fois. Donc en fait, t'as même loop il fallait faire 40 fois.
Et puis voilà, et puis la musique s'arrêtait jamais, elle était assourdissante, c'était super répétitif. Mettez pas l'exemple, hein, parce que les gens vont tomber malades en regardant la vidéo, ils vont avoir un mauvais souvenir. Mais non, voilà, donc ce jeu à éviter à tout prix, ça fait partie des déceptions dans ma vie. Surtout, j'ai l'impression d'avoir été en fait trompé étant enfant, voilà. Donc je le remets, il était là, faut le mettre tout en bas, faut le cacher. Hein. Faut que personne l'achète. 50 balles en plus. Bon, pour les collectionneurs peut-être, mais... Après, le jeu E.T. Atari, il doit avoir cher. Ouais, mais E.T. Atari, voilà, au moins il a fini... ouais, mais, mais ces jeux-là, Tiger Lily, il aurait dû finir dans le désert du Gers. Quelque part, enterré dans une décharge. Toi, en jeu récent, déjà, est-ce que quand on développe un jeu, on a le temps de jouer à aux jeux qui sortent? Alors oui, on a le temps. En fait, moi, c'est plutôt la famille. J'ai un enfant en bas âge, donc c'est plutôt ça qui m'empêche. Enfin, le boulot prend pas mal, mais d'une manière générale, de toute façon, on joue au boulot aussi. On prend du temps pour jouer ensemble au nouveau jeu, justement pour pas perdre le fil, parce que tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie de jouer en rentrant à la maison. Mais sinon, on a le temps. Oui, moi récemment, je me suis fait Hi-Fi Rush. Elden Ring, évidemment. Des jeux comme ça. Donc j'essaie de jouer aux jeux qui sont prisés. Puis parfois je prends des jeux complètement différents, des jeux indés, vraiment. Je vois sur le PSN des jeux qui ont... Je regarde un petit peu les critiques quand même pour pas perdre de temps. Mais des petits jeux qui ont même des notes relativement bonnes, je vais essayer juste pour voir, parce que parfois il y a des petites pépites, des trucs intéressants comme ça. Si je pense à l'époque PS4, à l'époque PS4, alors évidemment, God of War, c'est nos potes. Donc, God of War, j'ai fait les deux et vraiment j'ai adoré. Puis surtout, ce que j'ai adoré dans God of War, particulièrement le premier, c'est que ça oublie jamais d'être un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a un côté dramatique et puis il y a toute cette cinématique, mais en même temps, il y a des trucs qui sont vraiment très jeux vidéo dedans, très back to basics, tu vois, avec des trucs vraiment simples. Beaucoup d'humour aussi, où tu as Brock ou Sindri, ils sont en train de parler, puis tu vois le mec, il disparaît, il va derrière un buisson, tu vas derrière le buisson, puis il n'y a plus personne. Parce qu'il y a un côté un petit peu comme ça, ils ont juste envie de te faire rêver. Et ça, j'ai beaucoup aimé chez God of War. Je trouve que c'est un mélange où ils arrivent à taper très haut dans le dramatique hollywoodien et en même temps en restant très jeu vidéo avec les Valkyries, les combats contre les Valkyries, c'est vachement cool. Donc ça j'ai trouvé ça chouette. Je suis plus sur les jeux où je prends mon temps, j'ai envie d'avoir mon moment à moi. Donc en fait, les jeux solo, ça me va très bien. C'est rigolo parce qu'il y a toute une discussion par rapport aux jeux solo, jeux multi. Les jeux solo ont vraiment sont encore vraiment joués par beaucoup de gens et je pense qu'ils ont un avenir. Enfin, pour moi, il n'a jamais été en question l'avenir des jeux solo. Je disais que tu es arrivé en 2013, non 2011. 2011, ouais. Mais du coup, tu as bossé sur les dev kits de la PS4. Ouais. Ben voilà, DualShock 4. Donc là-dessus, on a bossé sur cette manette. C'était vraiment chouette parce que c'est une vraie évolution. Par rapport à la DualShock 3 avec la barre lumineuse qui pouvait être traquée par une caméra, qui ensuite est devenue très utile pour la VR aussi. Puis il y a eu une retouche d'ergonomie, tout ça, ça c'est une manette, j'ai des bons souvenirs, parce que c'est mon arrivée au Japon, et c'était vraiment la première fois que je parlais avec des ingénieurs hardware, en fait tous ensemble on a bossé là-dessus, et on a fait beaucoup de tests avec la caméra, donc c'est pas forcément des jeux auxquels beaucoup de gens ont joué, parce que il fallait la caméra, quoi. Mais ouais, ça, l'époque PS4, c'est quand je suis arrivé au Japon, en effet. Mais j'aimerais jouer plus, j'ai une liste comme ça de jeux à finir dans tous les domaines. Le truc qui est un peu frustrant, et récemment, je me dis, allez, tu les laisses dans la liste, et puis le jour où tu seras à la retraite, tu les feras. Sauf que, à la retraite, ça va de regarder des films, mais c'est une autre chose d'avoir la dextérité de faire des jeux difficiles, tout ça. Donc en fait, c'est maintenant que ça doit se faire. Donc j'arrête, plus d'Astrobot terminé. On va jouer à la place. Mini